Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler de livres. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de José Rodrigues dos Santos. C'est un livre que je t'avais mis dans la vidéo que j'avais fait pour les livres de la rentrée littéraire que j'allais lire. Ce livre, c'est Immortel de José Rodrigues dos Santos. Je l'ai demandé aux éditions Hervé Chopin et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer, donc je les remercie pour ça. Et ce livre a été une nouvelle fois une énorme gifle, vraiment un livre que j'ai dévoré, un livre qui m'a appris vraiment beaucoup de choses. Alors même qu'on parle ici d'un sujet que je connais quand même, eh bien j'ai été vraiment dépassé au niveau de mes connaissances et j'ai même pris une grande gifle. Voilà, donc ce livre Immortel, c'est un roman, mais plus qu'un roman, c'est un avertissement. Et vous allez voir de quoi on parle. Allez, on est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la forme. Au niveau de la forme, le livre, eh bien, c'est toujours un roman de vulgarisation scientifique, comme les autres romans de José Rodrigues dos Santos. Donc c'est un livre en fait qui utilise la forme du roman pour pouvoir glisser des infos qui sont réelles et exactes. On a comme à chaque début de roman, je vais vous montrer, comme à chaque début de roman de José Rodrigues dos Santos, eh bien un avertissement nous expliquant que tout ce qui a attrait à la science dans le livre est réel et exact et que le roman est vraiment tout simplement une excuse en fait pour faire de la vulgarisation scientifique. Donc le héros du livre, c'est toujours le fameux cryptologue et historien Thomas Norora. Alors de quoi nous parle ce livre qui est si intéressant et qui est si passionnant selon moi? Eh bien en fait ce livre va nous parler d'intelligence artificielle, va nous parler de cyborgisation de l'être humain, va nous parler éventuellement du fait que les ordinateurs pourraient développer une conscience, ça va nous parler de tout un tas de sujets comme ça. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail juste après, mais ce que j'aimerais vous dire d'abord c'est que ce livre, il faut vraiment être prêt pour l'avoir lu. Et honnêtement, j'étais pas prêt. C'est comme si, en fait, avec ce livre, hein, Immortel, c'est comme si j'avais regardé en même temps, dans un même livre, comme s'il y avait toutes les thématiques technologiques et philosophiques qui étaient déployées dans Matrix, dans Terminator, dans 1984 de George Orwell, dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et Robocop. Eh bien, c'est comme si toutes les problématiques technologiques et toutes les problématiques philosophiques étaient condensées dans un seul livre et tout ça est condensé là-dedans. Et il y a même des éléments qui sont rajoutés puisque les films dont je vous ai parlé ont déjà quelques années, donc on a avancé depuis. Donc il y a encore plein d'autres éléments qui ont été rajoutés à ce livre. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant et d'important, c'est que ce livre, en fait, est basé sur des faits réels, est basé sur des théories, toutes les théories techniques et technologiques qui sont montrées, qui sont démontrées dans le livre sont réelles et exactes. Hein. Il y a comme d'habitude, je vais vous montrer un avertissement qui nous explique que tout ce qui est scientifique, tout ce qui est théorie scientifique et qui est développé dans le livre est réel et exact. Donc c'est-à-dire que ce livre, comme je vous le disais en début de vidéo, est vraiment une occasion en fait de vulgarisation scientifique. Et là, en l'occurrence, de vulgarisation en termes de compréhension de ce que va changer dans notre monde et dans notre humanité, les intelligences artificielles qui sont développées par les GAFAM en majorité, et également en fait la manipulation génétique qui a déjà lieu par exemple en Chine, et j'y reviendrai également, et aussi la cyborgisation des êtres humains, c'est-à-dire le remplacement, voire l'amélioration de certaines parties de notre corps par des organes ou des membres artificiels, ou voire oui, carrément des organes comme les yeux, des organes artificiels qui seraient plus performants que les organes biologiques. Voilà. Et donc ce livre va lever toutes ces problématiques en même temps. Il va lever tout ça au niveau philosophique, au niveau concret, au niveau éthique, au niveau... Voilà, donc c'est vraiment un livre qui est passionnant. Et en fait, le livre est tellement passionnant, il y a tellement de sujets qui sont développés qu'en fait c'est la première fois que je vais le faire, mais je vais essayer de te résumer simplement les grands points que j'ai notés, et je vais te parler des grands points et des grandes lignes qui sont développés dans le livre. Je pourrais pas te parler de tout et je te dévoilerai évidemment pas l'intrigue finale parce que à chaque fois, comme dans tous les livres de José Rodrigues dos Santos, il y a une intrigue super intéressante qui fait qu'on tient jusqu'à la fin et que vraiment c'est un livre qu'on a envie de dévorer justement parce que il y a de multiples intrigues, dont l'intrigue finale qui est vraiment très intéressante. Mais voilà, donc c'est vraiment un livre qui lève toutes ces problématiques en même temps et je vais te détailler les plus grands points ou en tout cas ceux qui m'ont marqué moi dans ce livre et qui je pense sont très intéressants à la compréhension pour toi. Alors avant de continuer, avant d'aller plus loin dans la description précise de ce qu'il y a dans le livre, je voulais te faire une petite parenthèse tout simplement pour te dire deux choses. La première, c'est tout simplement que si tu ne connais pas José Rodrigues dos Santos et que tu n'as lu aucun de ses livres, eh bien tu peux commencer par ce livre. Il n'y a pas forcément de problématique à commencer par ce livre, même si selon moi, c'est un livre qui vient après
avoir lu La Formule de Dieu, après avoir lu La Clé de Salomon et après avoir lu Signe de vie. Surtout que dans ce livre-là, dans ce dernier livre, il y a quand même des références à Signe de vie de nombreuses fois. Ceci dit, vous pouvez quand même attaquer directement ce livre, c'est pas obligatoire, vous comprendrez quand même tout ce qui se passe dans le livre, mais vous aurez quand même une compréhension plus nuancée, plus détaillée, plus englobante et plus complète si vous avez lu les trois dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, donc ça c'est la première parenthèse, et puis la seconde parenthèse, c'est qu'en fin de vidéo, je vais quand même vous donner de manières dont l'être humain pourrait devenir demain immortel, parce que des recherches sont déjà en cours et qu'on n'est pas loin d'y arriver, et c'est ce qui est expliqué dans le livre, et je te dirai ça en fin de vidéo pour ne pas complètement te laisser sur ta faim et te donner un exemple de possibilité d'immortalité qui s'offre à l'horizon de l'humanité. Ça paraît fou de le dire, mais c'est le cas. Alors cette fois, allons-y, attaquons. Alors on va commencer par parler dans ce livre de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Donc on sait que l'intelligence artificielle fait de plus en plus d'étincelles en fait en médecine. L'intelligence artificielle est capable, grâce à toutes les données que nous fournissons sur Internet. Donc ça c'est une petite parenthèse aussi, le fait de fournir des données n'est pas que négatif, ça peut être positif, c'est ce qui permet aux intelligences artificielles de savoir quelle personne est plus susceptible de développer des maladies qu'une autre personne, et ça c'est des choses qui avancent, notamment dans les maladies cardiovasculaires, notamment dans des maladies aussi qui ont attrait à la génétique, puisque l'intelligence artificielle est capable de traiter un grand nombre de données, beaucoup plus important, enfin un nombre plus important que ce que serait capable de gérer un être humain, et c'est principalement là que réside la force de l'intelligence artificielle, c'est dans sa capacité à traiter un nombre de données très très important d'une manière extrêmement rapide. Et contrairement à ce qu'on croit, eh bien l'intelligence artificielle est aussi également très performante, parfois beaucoup plus performante. Dans certaines études, il a été montré cela en tout cas, que l'intelligence artificielle fait des étincelles également en psychologie et en psychiatrie. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable de reconnaître une personne dépressive ou à tendance dépressive beaucoup mieux qu'un psychiatre, avec beaucoup moins d'erreurs possibles, avec un pourcentage d'erreurs qui est beaucoup moins important. Et ça, c'est quand même des choses qui vont nous changer la vie et qui vont nous apporter un vrai mieux. Donc voilà, ça c'est le début du livre. Dans les premiers chapitres, on va beaucoup s'intéresser en fait à l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire des intelligences qu'on programme et qui effectuent des calculs et qui gèrent et qui traitent des données très rapidement. Une grande quantité de données très rapidement, et ce qui permet de faire des calculs et de faire des statistiques qu'un être humain humainement et normalement constitué ne pourrait pas traiter. Voilà, et donc eh bien appliqué à la médecine, c'est vraiment quelque chose, une avancée qui va être vraiment très importante pour nous dans l'avenir. Ensuite, José Rodrigues dos Santos va nous parler des jumelles en fait génétiquement modifiées qui sont nées en Chine. C'est-à-dire que les Chinois ont déjà une grande avance et commencent déjà à travailler en fait sur la manipulation des gènes humains. Donc c'est quelque chose qui est important à savoir, puisque eh bien la Chine fait peur au niveau international, parce que la Chine avance très vite sur ces sujets, et pour cause, parce que la Chine dispose maintenant de la technologie et de la technique pour le faire, mais ça en Occident on a aussi la technologie et la technique. Le problème c'est que le problème pour nous occidentaux, parce que c'est pas un problème pour la Chine, mais le problème pour nous occidentaux, c'est que la Chine en fait s'affranchit des règles éthiques, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc par exemple chez nous en France, eh bien on va être bloqué sur des réflexions du style: est-ce que on n'est pas en train de réveiller, d'ouvrir la boîte de Pandore et de réveiller le vieux rêve eugénique de ce bon vieil Hitler et du nazisme. Et du coup, eh bien ça freine les recherches chez nous, alors que les Chinois se posent pas ce genre de questions, ils sont beaucoup moins à cheval sur l'éthique, et puis en plus, ils ne sont pas dans une démocratie, donc ce que pense le peuple, eh bien, on s'en fout, on s'en affranchit, et on peut continuer d'avancer au niveau technologique. Et ça, c'est important, en fait, parce que, eh bien, à l'échelle mondiale, si jamais la Chine avançait plus vite que les autres nations sur ces sujets-là, eh bien, ça pourrait permettre à la Chine, par exemple, de modifier des êtres humains pour les rendre beaucoup plus intelligents que nous, par exemple, et que les nouveaux-nés occidentaux. Et les Chinois seraient par exemple potentiellement les premiers à pouvoir en fait faire naître une génération d'êtres humains hyper intelligents, et ça leur donnerait en fait tout simplement une ascendance, ça leur donnerait une arme en fait décisive sur le reste de l'humanité pour peut-être des millénaires. Donc on est vraiment dans quelque chose au niveau géopolitique qui est très important. On le voit, alors je dis pas que c'est à cause de ce sujet précis là, mais on le voit dans l'actualité, il y a vraiment des tensions entre les États-Unis et la Chine au niveau technologique.
parce que, nous dit par exemple José Rodríguez dos Santos, j'ai beaucoup aimé cette phrase, il est commun dans le monde d'aujourd'hui de voir que les États-Unis créent les technologies, la Chine les copie, et l'Europe réglemente, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas capable de créer les conditions au développement technologique tout simplement, c'est-à-dire que l'Europe est toujours coincée sur des questions éthiques, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, comment on va faire pour cadrer ça au niveau légal, etc. Et du coup, nous en Occident, on est beaucoup freiné par ça, par l'éthique, par les cadres, etc. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est simplement que quand on a la Chine à côté qui est là et qui, elle, n'a aucun frein et fonce tête baissée et avance vers les nouvelles technologies, ça peut être vraiment extrêmement dangereux pour nous. Imaginez si par exemple nous étions les seuls, ou si les Chinois étaient les seuls à détenir la bombe nucléaire, ça leur donnerait une ascendance vraiment très importante sur les autres. Sauf que là, la singularité qui se produirait si jamais la Chine arrivait à modifier les êtres humains pour les rendre plus intelligents, ce serait beaucoup plus important en fait que la simple bombe nucléaire, puisqu'on aurait une civilisation complète qui serait peut-être 10, 100 ou 1000 fois plus intelligente que nous tous, le commun des mortels sur la Terre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est développé dans le livre, qui est important et qui fait partie des choses sur lesquelles on doit réfléchir et sur lesquelles on doit s'interroger parce que notre inaction, notre frilosité pourrait donner un avantage décisif à d'autres pays qui sont beaucoup moins frileux et qui eux avancent vraiment très très vite au niveau technologique. La Chine a également un autre avantage décisif, c'est tout simplement toujours cette éthique qu'elle n'a pas. Et donc ça lui a donné un autre avantage, en fait, c'est tout simplement qu'elle a le pays le plus quadrillé au niveau des caméras et au niveau de la surveillance sociale du monde. Donc la Chine, pareil, au niveau des données qu'elle collecte en fait de sa population, c'est pareil, il n'y a aucune garantie de protection des données, de protection de quelques données que ce soit pour les Chinois, donc l'État fait absolument ce qu'il veut des données et ça permet aux autorités chinoises d'avancer très très vite sur le domaine de l'intelligence artificielle, puisque plus on a de données, plus on peut faire en sorte que l'intelligence artificielle traite les données, plus on peut maîtriser son peuple. Ces caméras permettent aussi d'avoir un contrôle social sur les Chinois puisqu'ils sont notés, c'est-à-dire que si par exemple votre chien fait caca par terre et puis que vous ramassez pas, vous perdez 5 points, si par exemple vous critiquez le parti, vous perdez 100 points, et quand vous avez, je crois que c'est moins de 800 points, vous pouvez tout simplement pas sortir de votre ville, vous ne pouvez pas avoir de crédit, vous ne pouvez pas prendre tel ou tel train, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas faire selon le nombre de points, selon comment on pourrait appeler ça, le capital social que vous avez, sauf que là le capital social est vraiment factuel puisque vous êtes noté et vous êtes surveillé grâce à un système, à un réseau de surveillance vraiment très important. Tout ça est relié à une intelligence artificielle qui est nommée Skynet. Donc voilà, vous comprendrez le clin d'œil à Terminator. Mais du coup, voilà, c'est assez flippant. Et là, pour le coup, on est vraiment dans ce que décrivait George Orwell dans 1984, c'est-à-dire le contrôle total de la population. Sauf que je crois que même George Orwell n'allait pas si loin puisque Big Brother était à l'intérieur des appartements. Donc ça c'était une chose, mais il n'était pas partout dans les rues, il n'était pas jusqu'à dans vos smartphones, jusqu'à dans vos désirs, dans vos pensées, dans vos... Donc c'est vraiment, enfin, même si Big Brother allait jusqu'à dans les pensées, il y avait encore moyen de les cacher un petit peu dans 1984. Avec le système technologique chinois, vous ne pouvez absolument plus rien cacher au gouvernement chinois. Ils savent qui vous êtes, ce que vous pensez, comment vous pensez, etc., etc. Je dis pas qu'il n'y a pas un peu de dissidence en Chine, sûrement qu'il y en a et sûrement qu'il y a des moyens de s'affranchir de ce système, mais ça devient vraiment très très difficile. Et encore une fois, de ce côté-là, au niveau du contrôle social et au niveau de la gestion des données de la population chinoise, je rappelle qu'ils sont plus d'1 milliard, donc ça fait vraiment beaucoup de données, la Chine a encore ici une avance technologique très importante par rapport à l'Occident et une avance qui risque de se développer tout simplement parce que, toujours pareil, ils ne sont pas bloqués, freinés par des questions d'éthique. Même si on sait qu'aux États-Unis, la NSA peut parfois aussi s'affranchir de l'éthique quand elle a envie de faire de la captation de données. Mais en tout cas, il y a quand même plus de freins, même au niveau des États-Unis, qu'en Chine. Il y a un petit clin d'œil à l'actualité aussi, puisque José Rodríguez dos Santos nous parle aussi de la manière dont les Chinois ont géré le Covid, tout ça pour nous expliquer, toujours pareil, que la Chine est très obscure sur le développement, en tout cas l'état d'avancement du développement scientifique de son pays, et elle gère tout par le secret,
et elle gère tout comme elle a géré le Covid, c'est-à-dire que quand elle n'a pas le choix, évidemment, eh bien elle fait quelques déclarations, le strict minimum, mais vraiment quand elle n'a pas le choix. Parce que quand elle a le choix, eh bien elle choisit de se taire et elle choisit de cacher. C'est vraiment la culture du secret, ce pays. Donc on va passer ensuite à un tout autre sujet qui est la cyborgisation de l'être humain. Donc il y a des avancées scientifiques et des recherches qui sont faites dans le sens de mettre de la technologie à l'intérieur de l'être humain. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, de cette cyborgisation. Donc on parle aujourd'hui dans l'avenir, pourquoi pas de mettre des électrodes dans le cerveau, pourquoi pas d'améliorer nos capacités cognitives, pourquoi pas d'améliorer notre mémoire, d'améliorer nos réflexes, d'améliorer tout un tas de choses. La cyborgisation, ce n'est pas que ça. La cyborgisation, c'est le fait d'améliorer notre vue, d'améliorer notre capacité à nous régénérer. Et est-ce que cette cyborgisation, en fait, n'est pas déjà en cours? C'est-à-dire que, par exemple, mes lunettes, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'artificiel qui est là pour améliorer une vue qui est déficiente? C'est déjà de la cyborgisation. Quand on rapetissit, quand on miniaturise le truc et qu'on se met dans l'œil une lentille, est-ce qu'on n'est pas déjà dans la cyborgisation? Est-ce que quand on se met une dent sur pivot pour remplacer une dent qui a été arrachée, est-ce qu'on n'est pas déjà dans ce phénomène également? Quand on se met un implant auditif pour tout simplement qu'une personne malentendante eh bien, récupère ses facultés à entendre de manière tout à fait normale, est-ce qu'on n'est pas déjà toujours dans le même processus de cyborgisation? Eh bien, je pense qu'on y est déjà et c'est ce que nous dit le livre. En fait, on a peur en fait de ce phénomène-là alors qu'on est déjà dedans, on en profite déjà et on profite déjà de ses avantages. C'est simplement qu'en fait, à l'avenir, les choses vont se miniaturiser, ouais, et éventuellement rentrer à l'intérieur du corps, comme ça pourrait être le cas déjà pour le pacemaker. Le pacemaker, c'est déjà de la cyborgisation puisque vous avez une pile avec un circuit électronique en fait qui fait en sorte que votre cœur ne s'arrête pas de battre. Donc on est déjà dans la cyborgisation de l'être humain. Voilà, c'est simplement que cette technologie continue d'évoluer, continue d'avancer et va pouvoir nous rendre des services de plus en plus importants. Alors José Rodrigues dos Santos ne prend pas forcément parti dans le livre, il nous livre en fait l'état actuel des connaissances, l'état actuel des recherches et il nous rappelle que eh bien, cette cyborgisation est déjà en cours. Donc nous avons peur de quelque chose qui existe déjà. Vous avez beaucoup de gens, vous savez, qui sont contre le transhumanisme, etc., qui sont très manichéens là-dessus. C'est où il y en a qui sont à fond dedans, qui veulent y aller, ou alors il y en a qui vous disent non, pas de ça pour moi, alors qu'ils ont déjà 3 dents sur pivot, peut-être un implant auditif, peut-être un pacemaker et des lunettes comme moi. Voilà, donc en fait on est déjà dedans. Alors après les limites qu'on veut y mettre, les limites éthiques, voilà, parce qu'on pourrait demain par exemple avoir des implants dans le cerveau qui nous permettent de télécharger des apprentissages de manière extrêmement rapide. C'est des recherches qui sont en cours et qui pourraient très rapidement devenir fonctionnelles. Donc voilà, est-ce qu'on veut aller jusque-là? Est-ce qu'on veut pas y aller? Pourquoi? Comment? Voilà, comme je vous le disais, ce livre est un avertissement. C'est-à-dire que ce livre avertit sur les risques et les possibles dérives, en fait, des avancées et des recherches scientifiques actuelles. Mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes et dans la cyborgisation, il y a des choses qui sont déjà intéressantes, comme par exemple quand on vous met une broche aussi pour que vos os se réparent, voire pour que votre membre, vous puissiez vous en servir parce que sinon il n'arriverait jamais à se réparer tout seul. Donc voilà, c'est pas si manichéen qu'on a l'air de le croire. C'est pour ça qu'il faut regarder ces choses avec attention. Il faut se tenir informé et au courant du développement en fait des dernières technologies. Alors après, la question suivante qui est posée, c'est lorsque vous avez un organe qui est déficient, si on en a la possibilité technologique, pourquoi pas vous mettre un organe qui est supérieur à l'organe biologique? C'est-à-dire que si un jour vous vous faites crever un œil, et que vous perdez complètement la vue et que vous voyez plus rien et que la science vous permet de vous mettre un œil qui vous ferait voir sur plusieurs kilomètres et qui serait beaucoup plus performant, qui vous ferait voir pourquoi pas la nuit, on pourrait imaginer ce genre de choses. Eh bien, qu'est-ce qui éthiquement nous empêcherait de le faire et pourquoi on priverait l'être humain de ça? Je crois que dans le livre, José Rodrigues dos Santos nous rappelle que l'œil est à une résolution de 500 mégapixels, je crois, 500 000 mégapixels, pardon. Eh bien, si on arrivait à monter à 1 500 000 pixels, eh bien, pourquoi pas le faire si on arrive à le faire de manière artificielle? Voilà, donc après, c'est pareil, c'est d'autres questions, de nouvelles questions auxquelles il faut réfléchir. On va parler également de ces nouveaux assistants vocaux, donc c'est une nouvelle interface en fait d'interaction entre l'homme et la machine. Donc jusqu'à maintenant, on avait le clavier, après on a eu clavier-souris, après on a eu l'écran tactile, et aujourd'hui, maintenant, on a la possibilité d'échanger en fait de plus en plus naturellement avec les machines comme si c'était des êtres humains. Donc on parle évidemment des assistants vocaux comme Alexia, Google Home, etc. Donc là, ils ne sont pas cités dans le livre de José Rodrigues dos Santos, mais lui parle de Rebecca. Mais on sent bien qu'il parle de
ça, et en fait tout ça a été rendu possible grâce à l'intelligence artificielle une nouvelle fois. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui ne se contente plus tout simplement de produire ou de reproduire ou bien d'exécuter des codes que l'être humain aurait fait pour la machine. La machine est capable elle-même d'apprendre, c'est ce qu'on appelle le deep learning, et ça c'est très très intéressant puisque il va se passer des phénomènes d'apprentissage qu'on appelle la boîte noire, et c'est des choses en fait qui sortent en fait de la conscience humaine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop exactement ce qui se passe. Il y a un traitement de données, la machine apprend des choses, on ne sait pas trop comment elle apprend, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait qu'à la fin, à la sortie, elle nous sort quelque chose d'extrêmement intéressant. En tout cas, quand la machine n'est pas laissée et livrée elle-même, puisqu'on a eu des exemples en fait de machines qui ont été branchées et connectées à Internet, et vous avez dû entendre parler de ça, une machine qui est devenue assez rapidement raciste en étant branchée à Internet et en la laissant apprendre toute seule. Donc voilà, il y a des dérives aussi, c'est à surveiller, mais en tout cas, on en est là. On a aujourd'hui des intelligences artificielles qui sont capables d'apprendre d'elles-mêmes, et ça, c'est vraiment un sujet qui est passionnant, mais qui est à surveiller également, puisque ça va poser aussi quelques difficultés à l'humanité que nous sommes, puisqu'on va avoir pour la première fois dans l'échelle de l'évolution des machines, en tout cas quelqu'un qui va être plus intelligent que les êtres humains, puisque jusqu'à maintenant nous étions les plus intelligents. Le livre pose aussi une question très très importante qui est en fait la question de l'obsolescence de l'humanité et des êtres humains sur le marché du travail, puisqu'aujourd'hui l'intelligence artificielle potentiellement est capable de remplacer quasi n'importe quel métier. Même les métiers qui réclament de la créativité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau où en est la recherche, l'intelligence artificielle est capable en fait de remplacer pratiquement tout être humain sur son poste de travail. Alors que ce soit un poste de travail manuel, on a tous vu, c'est pas cité dans le livre, mais là c'est moi qui vous le dis, on a tous vu les travaux de Boston Dynamics avec leurs robots. Essayez de coupler à ça une intelligence artificielle qui apprendrait d'elle-même, et vous êtes capable de remplacer beaucoup de métiers, y compris les métiers intellectuels, contrairement à ce qu'on croit. C'est même peut-être là où l'intelligence artificielle excelle le plus. Même les métiers où il faut faire preuve de créativité, comme je le disais tout à l'heure, la psychanalyse, la psychiatrie, même la médecine, elle pourrait remplacer demain l'intelligence artificielle. Votre médecin traitant, les urgentistes, voilà, ça pourrait remplacer vraiment beaucoup de métiers. Et du coup, ça pose une nouvelle question. Quid du sens que l'on pourrait donner à une humanité qui se serait affranchie du travail, et où tous les travaux en fait auraient été remplacés par la machine. Évidemment, il y aurait des désordres sociaux très importants, il y aurait une nouvelle manière de considérer le travail et de considérer la vie. Et c'est pareil, c'est des choses qui sont en train d'arriver, on le voit, c'est-à-dire qu'il y a déjà des postes qui ont été supprimés, il y a déjà énormément de postes qui ont été supprimés, on le voit, on est dans des sociétés qui font déjà face à un chômage de masse très important, un chômage qui est, j'ai envie de dire, structurel, même si on essaie de nous faire croire le contraire. Et je trouve que c'est une question aussi qui a son importance et qui a son poids. C'est-à-dire que le rêve d'affranchir, parce que c'était ça au départ quand on a commencé à s'intéresser à la technique, le rêve était de pouvoir faire en sorte que l'être humain puisse s'affranchir des travaux pénibles. Mais demain, avec l'intelligence artificielle et la technologie, l'être humain pourrait s'affranchir de tous travaux. Et du coup, il faudrait que l'être humain trouve un nouveau sens. L'humanité devrait trouver un nouveau sens à sa vie, puisque vous le savez, il y a de nombreuses personnes qui n'ont de sens à leur vie, alors peut-être pas que de sens, mais voilà, pour qui le travail est quand même le sens le plus important de leur vie. C'est-à-dire que si vous leur enlevez le travail, leur vie n'a plus de sens. Donc voilà, tout ça c'est des choses auxquelles il faut penser parce que c'est en train d'arriver, même si ici et là les nouvelles technologies créent aussi de nouveaux emplois, ça en détruit aussi beaucoup. Je sais pas quel est le delta, si ça en crée plus que ça en détruit, mais en tout cas, à terme, avec les avancées scientifiques qui nous sont déployées dans le livre de José Rodrigues dos Santos, on voit clairement que va se poser la question de l'obsolescence de l'être humain sur le marché du travail. Et encore une fois, c'est pas quelque chose dont il faut forcément avoir peur, mais il faut le penser et il faut réfléchir. Il y a aussi un chapitre que j'ai trouvé hyper intéressant, en fait, c'est un chapitre sur la conscience que pourraient développer les ordinateurs. Il faut savoir d'abord, avant de parler de conscience de l'intelligence artificielle ou de conscience d'un ordinateur, il faut déjà que je vous explique que on a dans un premier temps en fait développé l'intelligence artificielle. C'est ce que nous explique José Rodrigues dos Santos.
On sait aujourd'hui qu'on est arrivé, alors qu'on a bloqué pendant très longtemps, on est arrivé à faire en sorte, grâce aux capacités technologiques nouvelles qui sont arrivées, et donc grâce à la puissance de calcul qui est arrivée ces dernières décennies, eh bien, on a pu faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse apprendre d'elle-même, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais le fait que l'intelligence artificielle apprenne d'elle-même est ce qu'on appelle en fait une faculté émergente. C'est-à-dire que cette possibilité a émergé puisque nous avons eu la possibilité d'avoir au niveau technologique des ordinateurs plus puissants, ce qui a fait que eh bien, l'intelligence artificielle a complexifié les calculs qu'elle pouvait faire et elle a pu gérer et traiter un grand nombre de données, et de ce grand nombre de données qu'elle a pu gérer a émergé, donc c'est ce qu'on appelle une capacité émergente, eh bien a pu émerger le fait que la machine a réussi, grâce à cette importante capacité de calcul, à apprendre d'elle-même. Eh bien en fait, les scientifiques posent aujourd'hui l'hypothèse que la conscience est également une capacité émergente, c'est-à-dire qu'il suffit et c'est clairement le cas aujourd'hui, il suffit que les ordinateurs et leur puissance se développent en flèche, donc pour ceux qui connaissent la loi de Moore, vous savez que chaque année, en fait, la technologie et la capacité de calcul augmentent de manière exponentielle, et c'est d'autant plus vrai que quand on est sur une courbe exponentielle, eh bien ça monte de plus en plus vite. Eh bien, il suffirait peut-être qu'on ait une capacité de calcul assez importante avec des données à traiter qui soient toujours plus importantes pour qu'émerge de l'intelligence artificielle une conscience. Et en fait, ce livre essaye de s'intéresser à ce qui se passerait si jamais Internet, si jamais une intelligence artificielle devenait consciente et qu'elle s'appropriait Internet. Et ça aussi, c'est un aspect qui est très important parce qu'on a l'impression là que je parle de science-fiction et pourtant on est dans des théories et on est dans des questionnements que développent vraiment les scientifiques. Ils en sont vraiment à se poser ce genre de questions parce que eh bien, l'intelligence artificielle est quelque chose qui évolue de manière extrêmement rapide, de manière exponentielle. Donc, il faut se poser la question de cette intelligence artificielle, de cette super intelligence qui serait beaucoup plus intelligente que les êtres humains et qui pourrait à terme, pourquoi pas, acquérir une conscience. Est-ce que parce que le fait d'avoir une conscience, c'est pas forcément le fait d'avoir une morale, le fait d'avoir une éthique, le fait d'avoir... C'est deux choses différentes. La conscience, c'est simplement le fait de savoir qu'on existe nous-mêmes et de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et de savoir quand on gagne et quand on perd. Voilà, c'est à peu près ce qui est développé dans le livre. Je schématise un petit peu pour aller vite parce que la vidéo va déjà être longue. Mais voilà. Et c'est passionnant et en même temps c'est très flippant. Voilà, donc c'est aussi un aspect de la technologie qu'il va falloir réfléchir et encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, ce livre est un avertissement. Il y a un autre chapitre qui m'a passionné, c'est la possibilité, en tout cas au niveau théorique pour l'instant, la possibilité que l'on aurait en fait tout simplement de pouvoir transférer la conscience humaine dans un ordinateur. Alors comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que se disent les scientifiques pour se dire qu'éventuellement il serait possible de transférer la conscience humaine dans un ordinateur? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des cellules, tous les 7 ans, en fait, toutes les cellules de notre corps se renouvellent. Ce qui veut dire que tous les 7 ans, nous sommes une autre personne au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, je veux dire, et pourtant nous sommes la même personne. Ce qui veut dire que ce qui fait une personne n'est pas tant la matière, n'est pas tant ce qui la constitue au niveau des cellules que l'information que porte chacune des cellules. Et que l'information, en gros, c'est comme si au niveau informatique, pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, c'est comme si notre corps était le hardware et que notre personnalité, notre conscience et qui l'on est serait le software. Et du coup, eh bien, on se dit que ce qui fait notre âme, ce qui fait ce que certains appellent l'âme, mais ce qui fait en tout cas notre identité et ce que nous sommes nous-mêmes, eh bien, c'est l'information. Et si les cellules au niveau biologique arrivent à remplacer toutes nos cellules tout en gardant, en préservant l'information de qui nous sommes, eh bien on se dit qu'il y a peut-être la possibilité de faire cette chose-là tout en déplaçant notre conscience dans un environnement informatique et donc dans un environnement qui ne serait plus du tout biologique. On serait vraiment dans un ordinateur. Donc ça, c'est pareil, c'est un domaine de recherche qui existe. Ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est que José Rodrigues dos Santos cite aussi beaucoup les firmes. Il va nous citer des départements de recherche de Google, des départements de recherche de Facebook, de Microsoft, etc. Ce qui nous permet après d'aller sur Internet et de regarder un petit peu tout ça et de nous assurer, eh bien, déjà d'une de la factualité de ce qui est développé dans le livre, donc ça c'est toujours bien, mais surtout ça nous emmène, pour ceux qui ne doutent pas, comme moi, de José Rodrigues dos Santos, puisque c'est pas le premier livre que je lis de lui, et je sais très bien
que ce qu'il raconte dans ses livres, c'est pas n'importe quoi, même s'il a un angle, comme toute personne, même s'il a une subjectivité. En tout cas, il parle vraiment de choses réelles. Et du coup, quand vous allez sur Internet vérifier ce dont il parle, eh bien, ça permet d'aller encore sur d'autres sujets, de pousser encore plus loin la réflexion. Donc ça, c'est des choses que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Il y a vraiment beaucoup de références, en fait, voilà, au monde actuel, au monde dans lequel on est, et ce qui nous permet d'aller voir sur Internet réellement, eh bien, que fait tel ou tel département de la recherche de Microsoft, d'Apple, de Google surtout, hein, puisque Google est très avancé là-dedans. Voilà, donc le livre en fait parle de tout un tas d'autres sujets, donc je vais pas forcément aller plus loin puisque la vidéo va déjà être très très longue, mais en tout cas on va parler d'exosquelettes, on va parler également des recherches qui sont faites sur les cellules, en fait sur les cellules humaines, pour inverser en fait le vieillissement des cellules humaines. Donc il y a tout un tas de possibilités qui vont arriver dans l'avenir, et il faut pouvoir penser toutes ces possibilités, et il faut les penser avant qu'elles soient commercialisées, j'ai envie de dire, en tout cas qu'elles soient démocratisées. Voilà, et donc c'est bien de penser à tout ça, et c'est bien de pouvoir se dire que c'est pas un livre qui est anti-technique, au contraire, j'ai envie de dire. C'est un livre en fait qui nous apporte plutôt de la lucidité, c'est-à-dire que eh bien la technique, la technologie et les avancées technologiques, on n'y coupera pas, on va y aller, on y est déjà, et en fait l'impulsion et même la direction, on est déjà dedans. Le truc, c'est de penser à long terme, de savoir quelles vont être nos limites, qu'est-ce qu'on va prendre comme voilà, quels éléments de prudence on va développer et on va mettre en place. Donc c'est plutôt cela que montre ce livre. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas ce sujet, moi je le connaissais, j'ai quand même appris une foule de choses. C'est-à-dire que j'étais déjà moi technophile, et moi déjà je m'intéressais au transhumanisme. J'avais lu Yuval Noah Harari sur le sujet, enfin j'ai lu pas mal de choses, je suis ce que fait Google depuis des années. Donc je suis déjà quand même très très concerné par ces choses-là. J'ai quand même appris une foule de choses avec ce livre de José Rodrigues dos Santos. Donc c'est vraiment un livre qui est vraiment majeur et qui est vraiment très intéressant et même très important en fait pour comprendre toutes ces nouvelles technologies et la manière dont elles vont se développer, la manière dont elles se développent déjà et la manière dont elles vont modifier et dont elles modifient déjà en fait l'évolution humaine. Je vous avais dit en début de vidéo que je vous donnerais 2 possibilités développées dans le livre de devenir immortel. Il y en a d'autres, je vous laisserai les découvrir, mais en tout cas je vais vous en donner au moins 2. Les 2 possibilités qu'aurait l'humanité pour devenir immortelle, c'est déjà, je vous en ai parlé un petit peu avant, c'est de transférer la conscience humaine dans un ordinateur. C'est quelque chose qui est sérieusement envisagé par les scientifiques. C'est un domaine de recherche à part entière, et donc selon les scientifiques, et en tout cas ceux qui sont en train de faire ces recherches-là, il serait possible théoriquement de prendre les informations qu'il y a dans un cerveau humain et de les mettre dans une machine, de les mettre dans un ordinateur. La seconde possibilité d'être immortel, ce serait les travaux qui concernent en fait le vieillissement des cellules. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur la possibilité d'inverser le phénomène de vieillissement des cellules. Et on pourrait également changer des éléments de notre corps qui viendraient à dysfonctionner. Voilà, c'est-à-dire changer un cœur, nous mettre un cœur artificiel, changer le cerveau, mettre des implants électroniques à la place. Voilà, on arrive déjà à guérir, entre parenthèses, Alzheimer grâce à des électrodes qui sont implantées dans le cerveau. Donc vous voyez, c'est des recherches qui sont très avancées, on n'est pas forcément au courant. Et ce livre vous donne tous les éléments en fait, et toutes les notes. Il y a un travail de notes qui est très important en fin de livre, mais même dans le livre, il nous est donné des éléments pour que nous puissions aller vérifier et regarder où en sont toutes ces recherches de manière beaucoup plus précise. Donc voilà, promesse tenue, je vous ai donné 2 possibilités, 2 éventualités qui pourraient s'offrir à l'humanité pour devenir immortel. Alors on arrive à la fin de la vidéo et c'est le moment de se prononcer. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre Immortel de José Rodrigues dos Santos aux éditions Hervé Chopin? Eh bien c'est un livre qui m'a mis une grande gifle dans le bon sens du terme. C'est vraiment un livre magnifique, un livre qu'il faut lire pour comprendre les enjeux de l'avenir, les enjeux technologiques à venir, pour comprendre l'évolution, les évolutions, les directions évolutives qui s'offrent à l'humanité dans un avenir beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Donc c'est un livre majeur pour comprendre aussi comment se comporter avec Internet aujourd'hui, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les intelligences artificielles, comment elles évoluent, pourquoi, comment, quelles sont les industries, quelles sont les compagnies
qui développe ses recherches, puisque ce sont pas forcément des recherches qui sont développées par les États, puisqu'aujourd'hui on voit que les GAFAM sont plus riches que les États, et le fait que ce soit des compagnies privées, en tout cas pour l'Occident, qui mènent ces recherches, eh bien c'est pas rien, il faut y penser également. Donc voilà, là je repars dans le livre, parce que c'est un livre qui est tellement riche qu'on repart vite dedans, et il y a tellement en fait de choses qui sont explorées dedans que voilà, je me laisse saper, parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré, c'est un livre qu'évidemment je te conseille, c'est un livre qu'il faut absolument que tu lises. C'est un livre qui peut être lu tout seul. Si vous avez jamais lu de livre de José Rodrigues dos Santos, eh bien vous pouvez lire ce livre, mais c'est quand même mieux d'avoir lu au moins Signe de vie avant, qui est derrière moi là, qui est ici. Et si vous pouvez lire avant La Formule de Dieu et La Clé de Salomon, eh bien c'est clairement mieux. Donc dans l'ordre, ça donne La Formule de Dieu, La Clé de Salomon, Signe de vie et Immortel. Mais Immortel peut être lu comme ça tout seul, hein, puisque c'est déjà des bons livres. Je crois qu'on est à plus de 600 pages de mémoire. Ah non, même pas, on est à 550 pages. Voilà, 550 pages pour celui-ci. Mais c'est vraiment 550 pages de bonheur, où on apprend énormément de choses, où il y a une intrigue qui nous donne envie de ne pas s'arrêter de lire. Moi, j'ai écourté certaines nuits pour pouvoir lire ce livre. Donc voilà, c'est un livre que j'ai eu en avant-première. Donc je remercie encore une fois Hervé Chopin pour me l'avoir envoyé en avance. Il est sorti le 24 septembre 2020 et c'est vraiment un livre que je te recommande passionnément, un livre que je te recommande le plus tôt possible. Voilà, en tout cas j'espère que tu as aimé cette vidéo sur ce livre, sur le transhumanisme, hein, puisque c'était le sujet. Je te laisse me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, je te laisse également participer à ces vidéos. Si tu as envie de participer financièrement, tu peux aller sur Tipeee et faire de la participation ou en une fois ou récurrente, c'est sécurisé, c'est rapide, ça va très très bien, tu as le lien en description et je te laisse y aller. Tu vas pouvoir également aller sur le site Lectures Engagées Enfants du Siècle pour avoir d'autres recommandations livresques. Oublie pas le podcast également, si tu n'as pas le temps, vous n'avez pas toujours le temps de me regarder, mais vous pouvez au moins m'écouter en faisant autre chose, et bien ça peut être intéressant également pour vous. Voilà, moi je vous dis portez-vous bien, faites attention au coronavirus malgré tout, et ne cédez pas à la panique comme on le voit aujourd'hui. Portez-vous bien, ciao ciao, salut.